Avant de commencer cet épisode, je tenais à glisser un message rapide. Ma voix va peut-être vous sembler un peu différente de d'habitude, et je m'en excuse, mais je souffre d'un léger rhume des foins. Voilà, sur ce, bon épisode. Quel que soit l'endroit où nous regardons, et que ce soit avec nos yeux ou les meilleurs télescopes, l'univers nous livre en permanence un spectacle contemplatif à couper le souffle. À première vue, à notre modeste échelle, il peut même sembler figé, statique, comme gelé dans l'éternité. Pourtant, le monde qui nous entoure, à des échelles bien différentes, est aussi en constant changement, créant comme détruisant en permanence. Ainsi, il peut sembler un peu tristement illusoire de penser que notre petit coin d'univers est à l'abri de ces changements, changements qui pourraient dans certains cas mettre fin à la vie sur Terre. Astres vagabonds, rayons gamma, supernova, du plus dangereux au plus inoffensif, la Terre est loin d'être à l'abri et nous avec. Mais justement, quels sont ces phénomènes qui pourraient mettre fin à la vie sur Terre? Quelle est leur réelle probabilité de se produire? Et, sans dramatiser, quel est un peu le tableau général? Eh bien, restez avec moi car je vous retrouve dans un instant et après vous avoir invité à vous abonner pour faire le point sur tout ça dans une nouvelle dose d'espace. Avant de pleinement attaquer cet épisode, je tenais à mentionner un point qui me semble assez important. Durant cet épisode, je ne parlerai que des phénomènes violents qui peuvent en théorie survenir un peu n'importe quand, et non de l'évolution naturelle des choses. Car quel que soit le scénario, la Terre a malgré tout une date d'expiration. Alors que le Soleil va épuiser son hydrogène et fusionner des éléments de plus en plus lourds, il gonflera et deviendra plus chaud, rendant ainsi la Terre complètement inhabitable d'ici 2 à 3 milliards d'années tout au plus. C'est un fait inéluctable, mais en parallèle, la Terre peut encore abriter la vie pour plusieurs centaines de millions d'années, et l'idée de cet épisode est plutôt de se pencher sur les phénomènes imprévisibles et de tenter de voir justement à quel point ils le sont. Mais avant tout, je tenais à vous inviter à aller regarder l'épisode de la semaine dernière parlant du sujet des astéroïdes, car il sera un plus que bon complément à cet épisode-ci et reprend certains points que je n'aborde pas dans cet épisode. Mais pour les fans d'astéroïdes, pas de panique non plus, je vous en ai encore réservé un petit morceau. Car si la semaine passée j'ai parlé du risque d'impact pour des raisons internes au système solaire, il peut peut-être aussi y avoir des causes externes. Il y a bien sûr les objets interstellaires, mais ceux-ci ne seraient en théorie pas plus difficiles à détecter et à dévier qu'un astéroïde normal, donc ce n'est pas vraiment un point sur lequel je vais m'attarder. L'un des éléments avec lequel je voulais commencer, en revanche, c'est le sujet des planètes vagabondes. Car derrière ce nom se cache, en fait, un phénomène relativement simple. Au cours de la formation d'un système planétaire, et parfois plus tard dans son existence, des planètes situées sur des orbites peu stables, où leurs voisines ont une forte influence et peuvent les catapulter, finissent ainsi parfois par errer dans la galaxie. En fait, lorsqu'un système se forme, ce serait même, selon certaines théories, entre 2 et 10 planètes qui seraient éjectées pour une seule gardée. Ces chiffres sont bien sûr à prendre avec des pincettes, mais cela implique que ces corps sont extrêmement courants, mais ils sont aussi, dans leur extrême majorité, très petits. Probablement des corps tout au plus aussi gros que Pluton ou Cérès. Comme ce sont de jeunes planètes, elles n'ont pas encore eu le temps de grossir énormément et sont donc souvent des planètes avortées. Mais ce n'est pas pour autant non plus un standard. Entre les planètes éjectées et les étoiles avortées finissant en Jupiter géante, les objets s'offrant une masse d'une dizaine de fois Jupiter ne sont pas non plus impossibles à trouver et tout ce qu'il y a entre deux. Ainsi, si une planète vagabonde venait à s'approcher de notre système, il y a grosso modo 3 scénarios. Soit elle est une planète rocheuse ou gazeuse, et ça n'a pas d'intérêt, et elle passe suffisamment loin pour ne rien perturber. Soit elle est une planète rocheuse, et les probabilités qu'elle pose problème sont faibles. Les objets comme ceux du nuage d'Oort, le plus susceptible d'être traversés, et malgré leur grand nombre, sont fortement espacés et un tel objet n'en perturberait peut-être qu'un ou deux.
Et encore, les chances sont très faibles. Et même si un objet voit sa trajectoire suffisamment perturbée pour foncer directement vers le cœur du système solaire, il nous faudrait encore que sa trajectoire l'amène à nous heurter. En fait, le pire scénario, ce serait qu'une géante gazeuse passe à proximité de nous et puisse être suffisamment proche ou suffisamment massive pour impacter les ceintures d'astéroïdes, que ce soit la principale ou celle de Kuiper, ou même affecter considérablement l'orbite de la Terre et en modifier le climat. Seulement voilà, si ce scénario est très joli sur le papier, il est aussi très invraisemblable. Déjà et malgré leur nombre, on ne trouve pas non plus dans notre voisinage autant de planètes vagabondes que de bananes. Ensuite, les probabilités que l'une d'entre elles passe suffisamment près de nous pour avoir un quelconque impact sont atrocement nulles. Et pour des planètes comparables à la Terre, cela ne se produit que pour un système sur 15 000. L'espace, ne l'oublions pas, et c'est valable pour les ceintures d'astéroïdes, est surtout rempli de vide, et même si nous connaissons quelques planètes vagabondes dans notre voisinage, il n'y en a aucune recensée qui puisse représenter la moindre forme de danger pour les millions d'années à venir, ou qui risque même de s'approcher de nous. Le scénario de la planète vagabonde est un scénario agréable en science-fiction, je vous l'accorde, mais il est aussi relativement inoffensif dans les faits. Mais lorsque l'on parle d'événements pouvant mettre fin à la vie sur Terre, il y a un autre sujet qui revient aussi assez souvent, les sursauts gamma. Alors, avant d'en parler, je tiens à préciser que les mécanismes menant à la formation des sursauts gamma sont encore parfois mal connus, et leur fonctionnement précis aussi. Cela ne fait en effet que quelques années que l'on commence à vraiment mieux les appréhender, et je ne crois pas exagérer de dire qu'il reste encore du chemin à parcourir. Néanmoins, avant de parler de leurs conséquences, j'aimerais rapidement survoler leurs origines. En général, un sursaut gamma se forme après qu'une étoile arrivée en fin de vie est explosée en supernova. Ces sursauts intenses, qui ont la particularité d'être polarisés en deux gels d'un côté et de l'autre de l'étoile, se forme lorsque le cœur de l'étoile se transforme en trou noir. Dans l'absolu bien sûr, un sursaut gamma proche de la Terre pourrait en théorie sérieusement impacter l'atmosphère, la couche d'ozone, le climat, et nous pourrions en souffrir à différents niveaux. Par exemple, il y a 450 millions d'années, une extinction de masse se produit à la fin de la période de l'Ordovicien silurien, menant à la disparition de près de 70% des espèces marines, la vie n'étant pas encore sortie de l'eau, suite à une glaciation. Eh bien, certaines études semblent indiquer que ce phénomène aurait pu être produit par un sursaut gamma. Mais il faut noter que peu d'indices vont dans ce sens et que, même si cette théorie n'est pas entièrement invalidée, elle n'est pas non plus la seule explication à cette glaciation. Dans les faits, les sursauts gamma sont en réalité probablement bien plus inoffensifs. Déjà, ils sont polarisés dans deux directions bien définies et opposées, ce qui signifie que la Terre devrait impérativement être dans leur trajectoire pour en subir les conséquences. Ensuite, toutes les supernovas ne donnent pas naissance à ces sursauts gamma, et il faudrait encore que ce sursaut soit suffisamment proche pour avoir un impact. Car en réalité, des sursauts gamma, la Terre en est bombardée quelques secondes chaque jour. Mais ils sont aussi dans des galaxies tellement éloignées qu'ils n'ont aucun impact et que seuls des instruments dédiés peuvent les détecter. Ainsi, la menace la plus valide entre guillemets qui pèse sur nous pourrait bien être une supernova. Ces explosions qui se produisent lorsqu'une étoile est arrivée en fin de vie sont en effet particulièrement violentes et par le passé on suppose que certaines chutes dans les populations de plancton, je parle de plusieurs millions d'années en arrière, plancton qui est quand même important dans la chaîne alimentaire, seraient imputables à une explosion de ce type. Mais là encore, les supernovas proches de la Terre sont extrêmement rares. La dernière visible de jour remonte à 1054 et donne naissance à la nébuleuse du Crabe, à plus de 6000 années-lumière de nous. Or, pour qu'une supernova puisse en théorie mettre fin à la vie sur Terre, elle devrait être à moins de 25 années-lumière et pourrait ainsi en partie souffler notre atmosphère. Bien sûr, des supernovas plus éloignées, mais relativement proches quand même, pourraient avoir un impact significatif et provoquer des dégâts. Mais seulement voilà, la candidate au titre de supernova la plus proche, IK Pegasi b, est à 150 années-lumière de nous, suffisamment pour avoir un impact sur la Terre, mais d'ici à son explosion finale, elle se sera tellement éloignée qu'elle ne sera plus dangereuse.
Et d'autres candidates, comme Bételgeuse, seront tout juste un joli point lumineux dans le ciel. En résumé, et notre position dans la partie extérieure de la Voie lactéenne, nous sommes relativement en sécurité. Aucun des événements les plus violents de l'univers nous menace directement, et il y a fort à parier que celui qui mettra fin à la vie sur Terre, ce sera le Soleil. Mais ça, c'est un autre sujet. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.